Donc, tant qu'à faire, je préfère m'appuyer sur des travaux de quelqu'un à qui tout le monde pourrait accorder du crédit. Voilà, 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 nous y sommes. Nous y sommes. Vous avez bu votre café? Tranquillou? Ouais? Ok, je peux lancer? Il n'y a pas de souci, ça, vous pouvez regarder ça avec les enfants, hein, sans problème. Ok? Allez, c'est parti. Merci beaucoup, c'est moi qui suis ravie d'être parmi vous ce soir pour vous parler d'un sujet sur lequel je ne travaille pas précisément, mais qui est vraiment un des sujets les plus excitants dans notre discipline en ce moment et donc que je suis avec intérêt. Donc, comme vous le savez peut-être, depuis une trentaine d'années, se développe l'étude de l'ADN ancien, c'est-à-dire du matériel génétique que l'on va retrouver dans des échantillons archéologiques, humains ou animaux, datant de plusieurs centaines, milliers, voire même ici dizaines de milliers d'années. Et donc, une des premières cibles de ces études paléogénétiques a forcément été l'espèce humaine qui nous est la plus proche, qui est l'homme de Néandertal, donc une espèce aujourd'hui disparue, mais on va le voir avec laquelle Homo sapiens, nous les hommes modernes, nous avons eu beaucoup de relations. Alors, donc cette espèce humaine a été découverte en 1956, à peu près en même temps que Darwin publiait la théorie de l'évolution, lors de fouilles de creusements dans une grotte en Allemagne. Et donc, premier échantillon qui a été retrouvé à partir duquel Néandertal a été étudié, a été découvert, et des fragments de restes humains qui, pour longtemps, le débat a été de savoir est-ce que ça appartient vraiment à une autre lignée humaine et dans un contexte pré-évolutionniste, donc pré-théorie de l'évolution, cette découverte a fait beaucoup parler, ou est-ce que c'était juste un homme moderne, un homo sapiens doté de particularités morphologiques assez particulières, voire de difformités. Alors, ce qui est assez rigolo, c'est que très récemment, enfin beaucoup plus récemment, une autre espèce humaine sur l'île de Flores, Homo floresiensis, a été découverte. Et là, le même débat s'est engagé. Est-ce qu'on est vraiment face à une autre espèce humaine ou est-ce qu'on est face à des humains atteints de telle ou telle pathologie modifiant, des humains modernes, sapiens, atteints de telle ou telle pathologie modifiant leur morphologie. Bon, quand même très vite, l'idée que l'homme de Néandertal était une espèce, ou en tout cas une lignée humaine à part entière, on va revenir sur cette question, cette notion d'espèce, est apparue, et puis surtout que d'autres restes ont été retrouvés portant les mêmes caractéristiques que Néandertal sur d'autres sites partout en Europe. On a également pu étudier l'homme de Néandertal à partir des objets, des restes lithiques ou des occupations, des traces d'occupation associées à la culture moustérienne qui le caractérise. Et puis, on a pu aussi se poser des questions pour savoir s'il avait un art néandertalien. Et là, très récemment, c'est découvert dans une grotte dans le sud de l'Espagne. Alors, je ne pense pas que vous voyez le petit point. A fait beaucoup parler d'elle, puisque ça pourrait être, si les datations sont vérifiées, une des traces de représentation artistique, symbolique en tout cas, attribuée à l'homme de Néandertal. Mais je ne suis pas du tout spécialiste de tout cela, donc je ne vais pas du tout vous en parler. Je pense que si vous avez déjà pu assister à des conférences de gens autrement plus experts que moi sur la question, et puis vous avez l'exposition de toute façon pour répondre à la plupart de vos questions. Non, moi je vais vous parler de quelque chose d'autre, qui est l'ADN, le matériel génétique que l'on a pu retrouver dans quelques-uns de ces restes néandertaliens. Alors, il y a peut-être 2 dates à noter. Une première, enfin 3 dates dans ces cas-là. Une première que je n'ai pas notée, qui est le milieu des années 80, la date à partir de laquelle on s'est rendu compte que l'ADN pouvait, dans certains cas extrêmement particuliers, être préservé pendant plusieurs dizaines d'années. Mais surtout, les 2 dates qui vont marquer l'étude de Néandertal, c'est 1997, l'année où est publiée la première séquence génétique d'hommes de Néandertal, à partir justement je vais pas m'en sortir. À partir justement de l'échantillon, d'un des échantillons retrouvés dans la vallée de Feldhofer à Néandertal,
Néandertal, donc vraiment le site éponyme, le spécimen type de Néandertal. Et puis en 2012, la date à laquelle ont été publiés les premiers génomes quasiment complets de Néandertal, mais je vais revenir sur toutes ces questions-là. Alors, à quoi ça sert d'étudier l'ADN de Néandertal? Ça peut servir à répondre à un certain nombre de questions diverses et variées. Une des premières questions, je vous ai dit, c'est l'espèce humaine la plus proche de la nôtre, d'Homo sapiens, et c'est une espèce qui a disparu. Donc évidemment, comme notre principal intérêt en recherche est toujours de nous regarder dans le miroir, une des premières questions qui s'est posée, c'est quelles ont été les relations entre nous, entre Homo sapiens et l'homme de Néandertal. On peut également s'intéresser à la manière dont Néandertal a évolué de son côté, savoir quelles étaient la structuration de ces populations néandertaliennes, et puis s'intéresser aussi à son apparence, parce que généralement, sur les sites néandertaliens, on ne retrouve que des restes osseux et on se pose plein de questions pour savoir à quoi ressemblait la chair qui était portée par ces os. On n'a pas encore retrouvé de momies néandertaliennes, ce qui est fort dommage, mais on peut toujours continuer à chercher avec la fonte du permafrost. Peut-être qu'un jour, on aura de la chance. Alors, quelques mots sur l'ADN. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ce n'est pas le sujet ce soir, mais juste pour expliciter un petit peu les mots, des termes techniques que je vais peut-être être amenée à employer. L'ADN, c'est une molécule qui porte l'information génétique, qui est transmise de génération en génération. Et cette information est portée dans chacune de nos cellules, dans deux compartiments particuliers de la cellule. Donc ça, c'est une cellule de type animal lambda, la plus basique possible. Et donc, on a deux compartiments dans lesquels on trouve de l'ADN. Un premier compartiment qui est le noyau, qui est une espèce de coffre-fort qui contient cette information génétique. C'est là où se situe l'immense majorité du matériel génétique, puisque c'est là que sont portés les 3,2 milliards de paires de bases, de lettres, que constitue notre ADN. Et donc, ces 3,2 milliards, on les a en deux copies, une copie qui nous est héritée de notre mère, une copie qui nous est héritée de notre père, et qui sont portés sur des chromosomes. Mais il y a également un autre compartiment qui va contenir de l'ADN, c'est la mitochondrie. Alors les mitochondries, c'est des centrales énergétiques de la cellule. C'est des anciennes bactéries qui sont en symbiose avec nous depuis plus d'1 milliard d'années. Et donc, ils contiennent, comme c'est des bactéries, elles ont leur propre ADN bactérien, qu'on dit ADN mitochondrial, alors qui est beaucoup plus court maintenant, parce que 1 milliard d'années de symbiose, on a le temps de simplifier son génome, qui est beaucoup plus court maintenant, qui fait 17 000 paires de bases seulement. Donc, à comparer aux 3,2 milliards de paires de bases, c'est vraiment très peu de choses, mais qui a l'intérêt pour nous, paléogénéticiens, d'être contenu en plusieurs centaines de copies dans la cellule. Donc, la probabilité, au bout de 50 000 ans, de retrouver un fragment d'ADN, une région du génome, elle est beaucoup plus importante si on part de plusieurs centaines de copies que si on part de 2 copies. Et donc, pendant très longtemps, en ADN ancien, on s'est focalisé, en tout cas, c'était plus facile d'étudier cet ADN mitochondrial, et les premières données génétiques obtenues en ADN ancien, généralement, ont été sur cet ADN mitochondrial. Donc, c'était notre marqueur favori jusqu'au moment où le développement de nouvelles technologies ont permis d'accéder cette fois-ci à l'ADN nucléaire, à celui du noyau, aux 3,2 milliards de paires de bases héritées des deux parents. Parce que l'ADN mitochondrial a une autre particularité, c'est qu'il est hérité uniquement par la mère. Au moment de la fécondation, les mitochondries du spermatozoïde sont détruites et ne sont conservées dans la cellule œuf qui va donner l'embryon, et le nouvel être vivant, ne sont conservées que les mitochondries issues de l'ovule et donc de la mère. Et donc, si on prend un arbre généalogique de cette façon-là, ces individus ici, ce frère et cette sœur ici, qui sont, j'arrive pas à pointer, mais qui sont tout en bas de l'arbre généalogique, vont porter l'ADN mitochondrial hérité de leur mère, de leur grand-mère maternelle, de leur arrière-grand-mère maternelle, etc., etc. Les autres ADN mitochondriaux présents dans leur arbre généalogique ont été perdus, en tout cas ne sont pas arrivés jusqu'à eux, et la sœur transmettra à terme à ses descendants elle aussi, l'ADN mitochondrial qu'elle a hérité de la mère. Le frère ne le transmettra pas. Donc, on va retracer avec cet ADN mitochondrial une histoire extrêmement partielle, juste l'histoire de la lignée maternelle. Mais c'est déjà intéressant. Et donc, quand on a étudié ça pour l'homme de Néandertal, donc il y a eu plusieurs études. Je vous ai dit, en 1997, cette première séquence
d'ADN mitochondrial de Néandertal. Et puis, à partir de 2008-2009, on a eu la publication de génomes mitochondriaux complets ou quasi complets, donc environ les 17 000 paires de bases, pour plusieurs individus, c'est-à-dire pas uniquement pour cet individu de Feldhofer, mais également pour des Néandertals d'Espagne, de Croatie ou du Caucase. Alors, qu'est-ce que ça nous donnait comme information? Quand on a comparé cet ADN mitochondrial avec de l'ADN mitochondrial humain, eh ben, on s'est rendu compte que tous les ADN mitochondriaux des Néandertaliens appartenaient au même groupe, tous les ADN mitochondriaux des Homo sapiens appartenaient au même groupe, et que les séquences avaient divergé il y a à peu près 460 000 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous les Homo sapiens, nous tous dans cette salle, nous partageons une ancêtre maternelle, parfois très ancienne, qui peut être très ancienne, qui est plus récente que l'ancêtre maternel qu'on partage avec les Néandertaliens. Et vice-versa, tous les Néandertaliens partagent entre eux une ancêtre maternelle plus récente que celle qu'ils partagent avec nous. En revanche, ça veut quand même dire qu'on avait une ancêtre maternelle commune qui vivait il y a 460 000 ans, dont la séquence existait il y a 460 000 ans. En revanche, on ne sait pas, avec cet ADN mitochondrial, ce qui a pu passer par une des multiples voies paternelles qui ont existé dans cet arbre généalogique. Pour avoir accès à cette information, il nous fallait avoir accès au génome qui se transmet à la fois par le père et par la mère, et donc au génome nucléaire. Donc à partir du milieu, l'ADN nucléaire est intéressant parce que lui, il est transmis par les deux parents. Donc là, si on imagine deux individus, alors là j'ai fait des chromosomes, des génomes faciles, j'ai fait des génomes avec 2 chromosomes. Nous, on en a 23 paires, c'est un peu plus compliqué, c'est un peu plus complexe à dessiner. Mais si on imagine, ces deux individus qui ont par chacun une paire de chromosomes qui vient de leur père et de leur mère, au moment de la fabrication de leurs gamètes, de leurs ovules et de leurs spermatozoïdes, il va y avoir un phénomène qui s'appelle la méiose. Et au moment de cette méiose, on va avoir une recombinaison entre les chromosomes d'origine paternelle et maternelle. On ne transmet pas à ses descendants ou le chromosome paternel ou le chromosome maternel, mais un mélange des chromosomes paternels et maternels. Et donc, à la génération suivante, l'enfant a dans son génome des informations qui proviennent de chacun de ses 4 grands-parents, etc., de génération en génération. Donc, on peut reconstituer avec ça l'histoire commune de l'ensemble des ancêtres d'un individu. Et donc, on a mis du temps à avoir ces premières séquences d'origine néandertalienne. On a eu un premier essai, une première tentative en 2006 qui était avortée parce qu'on avait énormément de contamination par de l'ADN humain moderne. Alors ça a recommencé. En 2010, on a eu un premier génome, mais qui était très incomplet. On l'appelle génome brouillon, parce qu'il y avait encore énormément de trous à l'intérieur et on n'était pas sûr vraiment de chacune des bases. Il a fallu attendre 2014 pour avoir un génome de très bonne qualité. Alors pourquoi ce génome était de très bonne qualité? C'est qu'au lieu de trouver de l'ADN dans des régions tempérées, chaudes, comme est l'Europe, qui est quand même l'Eurasie occidentale et quand même l'aire de répartition majeure des Néandertaliens, l'équipe de Svante Pääbo qui travaillait sur ce projet a récupéré des échantillons d'un Néandertalien très très isolé, très très excentré, qui venait d'une grotte au sommet des montagnes de l'Altaï et dans laquelle il faisait extrêmement froid. Donc là, l'ADN était moins dégradé, était de meilleure qualité et donc grâce à ça, on a pu obtenir un génome de bonne qualité pour Néandertal. Et puis là, plus récemment, cet automne et puis cet hiver, ont été publiés des génomes pour des Néandertaliens européens, donc un en Croatie dans la grotte de Vindija, et puis plus récemment encore des génomes pour des Néandertaliens alors tardifs, qui pour certains sont après l'arrivée d'Homo sapiens en Europe de l'Ouest. Alors qu'est-ce que nous disait ce génome? La première chose que nous disait ce génome, c'était la même information qu'avec l'ADN mitochondrial. C'est-à-dire que les Néandertaliens, génétiquement, sont plus proches les uns des autres qu'ils ne sont proches des Homo sapiens. Les Homo sapiens sont plus proches les uns des autres qu'ils ne sont proches des Néandertaliens. Ça tombe bien, c'est quand même extrêmement cohérent avec les données de la morphologie et je vous avoue que la principale découverte n'était pas là. Ça, c'était un résultat qui était quand même plus ou moins attendu. La principale découverte a été quand on a comparé les variants, les mutations néandertaliennes entre les différents génomes humains. Si on prend un génome d'un Français, un génome d'un Yoruba, d'un Africain, et qu'on regarde
combien de variants d'origine néandertalienne ils portent, combien de mutations partagées avec Néandertal sont portées par ces deux génomes. Et on s'est rendu compte de façon répétée que quand on prenait un génome non africain et qu'on le comparait par rapport à un génome africain, d'une personne africaine, on avait beaucoup plus d'ADN néandertalien dans le génome porté par un individu non africain que dans le génome porté par un individu africain. Donc, on a des variants néandertaliens dans le génome de certains Homo sapiens. Et là, se posait vraiment la question d'où ils venaient. Alors, il y avait deux possibilités pour expliquer cette observation. La première possibilité, celle qui est sous le graphique A ici, enfin la position A, c'était de dire, en fait, depuis très longtemps en Afrique, les populations, les ancêtres des populations d'Homo sapiens qui vont sortir d'Afrique sont un petit peu séparés, éloignés des ancêtres des populations d'Homo sapiens qui vont rester en Afrique. C'était l'idée qu'il y avait une structuration dans cette population, peut-être une structuration géographique ou autre, mais qu'en tout cas, les ancêtres des Homo sapiens qui, 500 000 ans après, allaient sortir d'Afrique, ont continué à échanger des gènes avec Néandertal un petit peu plus longtemps que les ancêtres des populations d'Homo sapiens qui allaient rester en Afrique. Et ça aurait conduit à la présence de ces variants néandertaliens, représentés ici sous forme de petites bulles roses, dans le génome des Homo sapiens dont les descendants allaient sortir d'Afrique, qu'on retrouve encore aujourd'hui. L'autre hypothèse était peut-être un petit peu plus simple, c'était de dire quand les Homo sapiens sont sortis d'Afrique, ils sont arrivés dans une région qui était déjà peuplée par des Néandertaliens, et en fait, ces populations de Néandertaliens et d'Homo sapiens hors d'Afrique ont eu des bébés ensemble, et nous sommes les descendants de ces bébés, et c'est pour cette raison qu'on a un petit peu d'ADN néandertalien dans nos génomes. Alors, comment tester? En fait, les observations qui étaient faites de différences de contenu, de variants d'origine néandertalien dans les génomes étaient cohérentes avec les deux hypothèses. Donc, on ne pouvait pas se fonder là-dessus. Alors, on s'est fondé sur autre chose. Comme je vous ai dit, je vous rappelle ce petit schéma. À chaque génération, les chromosomes recombinent les uns avec les autres. Et donc, si vous prenez le chromosome, un chromosome grand parental, au bout de 2 générations, il aura une probabilité d'avoir été coupé en petits bouts qui est assez importante. Et donc, de génération en génération, le fragment d'ADN qui provient d'un ancêtre va devenir de plus en plus petit. Et donc, l'idée était de regarder dans les génomes d'Homo sapiens non africains la taille des fragments d'origine néandertalienne. Alors, le problème, c'est qu'entre à peu près 500 000 ans, la date de divergence entre sapiens et Néandertal, et à peu près 60 000 ans, la date de sortie d'Afrique et donc d'un métissage possible entre Néandertal et sapiens, le taux de recombinaison est tel que, de toute façon, il aurait recombiné l'ADN néandertalien en tout petits fragments. Et c'est ce qu'on voit quand on prend des génomes d'Européens, de non-africains actuels, qu'on colorie. Donc là, c'est sur un chromosome, sur le chromosome 12. Chaque ligne représente un génome, un chromosome, et chaque petit trait coloré représente à cet endroit, dans ce génome de cet individu, la présence d'un variant d'origine néandertalien. Entre jaune et bleu, on ne fait pas de différence ici. Donc là, vous voyez qu'à chaque fois, c'est totalement ponctuel, et c'est ce qui est attendu, que le flux de gènes avec Néandertal ait eu lieu il y a à peu près 500 000 ans, ou que le flux de gènes avec Néandertal ait eu lieu il y a à peu près 60 000 ans. En revanche, l'équipe de Svante Pääbo a eu la chance de tomber sur un reste d'Homo sapiens qui provenait de Sibérie et qui datait, lui, de 45 000 ans et dans lequel l'ADN était extrêmement bien préservé. Et quand ils ont regardé où se situaient les fragments d'origine néandertalienne dans le chromosome, ici dans le chromosome 12 de ce Sibérien de 45 000 ans, et là, on s'est rendu compte, on a pu observer que les variants d'origine néandertalienne étaient réunis sous forme de clusters de fragments assez longs d'origine néandertalienne. Donc, on a la taille, en étudiant la taille de ces portions du génome d'origine néandertalienne et en connaissant le taux de recombinaison dans l'espèce humaine qui est très bien connu, on a pu estimer que le métissage, le flux de gènes entre Néandertal et Sapiens s'est produit il y a environ 50 à 60 000 ans. C'est-à-dire le flux de gènes entre Néandertal et Sapiens s'est produit après la sortie d'Afrique d'Homo sapiens.
On a même pu, enfin c'est toujours l'équipe de Svante Pääbo, mais a même pu avoir une découverte encore plus flagrante. Il y a au début du 21e siècle, donc le reste a été publié en 2002, l'équipe de Trincaus, donc un paléoanthropologue, a découvert dans une grotte en Roumanie, qui est la grotte de Peștera cu Oase, des restes humains qui sont clairement des restes d'Homo sapiens. On voit des traits dérivés spécifiques d'Homo sapiens. Et qui sont en plus, donc là je vous ai mis une date radiocarbone non calibrée, mais quand on calibre cette date face avec la référence, on a une date radiocarbone pour cet individu de Peștera cu Oase d'environ 40 000 ans, donc c'est le plus ancien reste d'Homo sapiens en Europe. Et dans la publication donc de 2002 où cette mandibule est découverte, enfin est publiée, les auteurs remarquent que, ok, cet individu a une morphologie d'Homo sapiens moderne, mais il est quand même un petit peu archaïque pour un Homo sapiens moderne. On découvre un éventail de traits d'Homo archaïque, d'hommes modernes et même des traits néandertaliens. Et cette observation est compatible avec un certain degré de métissage entre des populations néandertaliennes et des hommes modernes en train de se disperser. Donc Trincaus a supposé dès ce moment-là qu'effectivement des métissages avaient existé entre Néandertal et Sapiens. Suite à cette découverte, il en a cherché partout, enfin, dans de nombreux autres restes humains. Il en a trouvé beaucoup, mais en tout cas, ce qui est particulier pour cette mandibule d'Oase 1, c'est que l'ADN a pu être extrait et a pu être étudié. Alors ça a été assez compliqué parce que l'ADN n'était pas très bien préservé. Et puis vous imaginez bien, le plus ancien reste humain retrouvé en Europe, reste d'Homo sapiens retrouvé en Europe, c'est un échantillon qui a été énormément étudié, énormément manipulé par beaucoup de paléoanthropologues Homo sapiens modernes. Et donc quand l'ADN a été extrait de cet échantillon, parce qu'on a retrouvé principalement, c'était de l'ADN d'Homo sapiens moderne d'origine européenne. Et donc, il a fallu mettre en place des méthodologies pour arriver à différencier ce qui était de l'ADN ancien qui appartenait réellement à Oase 1 de ce qui était de l'ADN contaminant qui provenait de tous les chercheurs qui avaient pu avoir cette mandibule entre les mains. Alors, la méthodologie qui a été utilisée était de dire, quand l'ADN est ancien, il est endommagé. Il porte des petites marques, des petits fanions qui montrent son ancienneté. Et donc, on a étudié que ces fragments d'ADN retrouvés dans cet extrait qui portaient ces marques d'endommagement spécifiques de l'ADN ancien qu'on ne retrouve pas sur l'ADN moderne. Et effectivement, là, quand on se restreignait à ces fragments endommagés, on avait réellement de l'ADN ancien qui montrait à la fois son appartenance et sa ressemblance avec les Homo sapiens non africains actuels et passés, mais également le fait que Oase 1 appartient à un groupe humain qui s'est éteint sans donner de descendants actuels, sans participer à la diversité génétique humaine observée actuellement. Nos ancêtres ont remplacé Oase 1 à une date plus récente que 40 000 ans. Mais revenons à Néandertal. Quand on regardait dans le génome d'Oase 1 les positions qui portaient des variants néandertaliens, on s'est rendu compte qu'il y en avait déjà beaucoup plus que dans un génome d'Homo sapiens actuel ou ancien. On est autour de 8 à 9% du génome qui est d'origine néandertalienne chez Oase 1. Et surtout, à ce niveau-là, il forme des fragments qui sont vraiment longs à l'intérieur des chromosomes. Là, je vous remets l'exemple du chromosome 12 que je vous ai montré tout à l'heure pour le sibérien Ustishim. Donc, Ustishim est toujours représenté en orange. On a Kostenki qui est un autre Homo sapiens ancien, mais plus récent. On a 3 Homo sapiens actuels et Oase 1 qui est représenté en vert. Et vous voyez bien que là, c'est quasiment la moitié du chromosome 12 d'Oase 1 qui porte des variants d'origine néandertalienne. Et en fait, quand on fait tourner la moulinette avec le taux de recombinaison, on peut se rendre compte que c'est un métissage qui est tellement récent que Oase 1 avait un arrière-arrière-grand-père ou un arrière 3 fois grand-père ou un arrière 4 fois grand-père ou grand-mère qui était néandertalien. Donc, on a ici un métissage qui s'est produit effectivement à peu près 100 à 200 ans avant la naissance de cet individu. Donc, effectivement, Trincaus, en voyant des traits néandertaliens archaïques à l'intérieur de cette mandibule d'homme moderne, ne se trompait pas. On était bien en présence d'un hybride entre Homo sapiens et Néandertal.
Mais nous, je vous ai dit, nous ne portons pas dans notre génome de la diversité génétique qui était dans OASE1. Donc, nous ne portons pas de traces de ce métissage-là, de cette hybridation-là entre Néandertal et Sapiens. Donc, suite à tout ça, c'est bien cette hypothèse, un métissage récent et continuel avec Néandertal qui est validée, et non celle d'une structuration ancienne de la population conduisant aux hommes modernes. Et donc, on a bien eu des rencontres entre Néandertal et Sapiens après la sortie d'Afrique. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En effet, en cherchant des restes néandertaliens pour lesquels l'ADN était bien préservé, et toujours en fouillant dans cette grotte de l'Altaï qui s'appelle la grotte de Denisova, l'équipe de Svante Pääbo est tombée sur un os, c'est le phalange appartenant à un jeune adolescent, totalement inreconnaissable, qui avait très peu de marques morphologiques, à part que c'était une phalange d'origine humaine, dans cette grotte, donc qui était attribuée à Néandertal, puisqu'on a des occupations néandertaliennes dans la grotte de Denisova. Mais il s'est trouvé que là, encore une fois, l'ADN était très bien préservé dans cette phalange de Denisova, et surtout, de l'ADN avait pu être obtenu qui portait des traces assez particulières. En effet, quand on comparait le génome de Denisova avec le génome de Néandertalien ou le génome d'Homo sapiens, on se rend compte que Denisova appartient à une lignée divergente des Néandertaliens, même si elle est plus apparentée aux Néandertaliens ici qu'aux Homo sapiens ici. On a une date de divergence. Alors, les dates varient énormément, mais de divergence des séquences entre Denisova et Néandertal qui est autour de 640 000 ans, et donc plus ancienne que la date de divergence des séquences entre Néandertal et Homo sapiens. Mais l'autre chose qui était intéressante, c'est quand on regarde son ADN mitochondrial. Donc cet ADN qui, là, je vous le rappelle, est transmis uniquement par la lignée maternelle. Et quand on regarde l'ADN mitochondrial de Denisova, on s'aperçoit que Denisova appartient à une lignée qui est à la fois divergence de Néandertal et de Sapiens. Néandertal et Sapiens partagent une ancêtre maternelle plus récente que l'ancêtre maternel partagé entre Denisova et Néandertal, même si, sur l'ensemble du génome, on a une plus grande proximité entre Néandertal et Denisova qu'entre Néandertal et Sapiens. Comment concilier ces deux informations qui, à première vue, ont l'air d'être totalement irréconciliables? Alors, il y a plusieurs hypothèses. La première hypothèse est de dire, en fait, on a un effet de coalescence ancienne, c'est-à-dire que, par hasard, dans la lignée qui allait conduire à Denisova et à Néandertal, on avait deux grands types de séquences mitochondriales qui étaient très anciennement apparentées, qui ont perduré pendant très longtemps de cette façon-là, et ce qui explique que Néandertal a plutôt récupéré la séquence mitochondriale qui était proche de celle d'Homo sapiens, et que Denisova a plutôt récupéré la séquence mitochondriale qui était très divergente. Le problème, c'est que pour autoriser ça, la théorie de la génétique des populations dit qu'il faut qu'on ait des populations de très grande taille. Or, on sait quand même, grâce aux études paléanthropologiques, qu'on avait sans doute assez peu de Néandertaliens, de Denisoviens et même d'Homo sapiens qui étaient présents. Donc, c'est assez peu probable, cette hypothèse. Une autre hypothèse consiste à dire, en fait, Denisova a récupéré son génome mitochondrial de la part d'un autre homo, d'une autre espèce humaine. On ne sait pas qui c'est. On va l'appeler Homo archaïque parce qu'on n'a aucune information sur elle. On sait juste que c'est elle qui aurait donné qui aurait donné son génome mitochondrial à Denisova. Ça, c'est assez cohérent avec une autre observation qui est que quand on compare le nombre de différences entre Denisova et Sapiens et le nombre de différences entre Néandertal et Sapiens, on se rend compte que Néandertal est un petit peu plus proche de Sapiens et Denisova est un petit peu plus éloigné que Sapiens. Donc cet homo archaïque aurait en plus éloigné Denisova, aurait rajouté des variants très différents, très éloignés, et aurait éloigné Denisova de Sapiens. Une troisième hypothèse, si on éloigne d'un côté, on peut aussi rapprocher d'un autre, c'est de dire, en fait, Néandertal se serait métissé avec Sapiens de façon bien plus ancienne qu'on pensait, avec une lignée Sapiens très, très ancienne, et aurait de cette façon récupéré son ADN mitochondrial d'Homo sapiens, ce qui expliquerait la plus grande proximité entre Néandertal et Sapiens sur le plan mitochondrial qu'entre Néandertal et Denisova. Alors là, pour l'instant, comme on n'a
aucune donnée d'ADN ancien, ni pour cet Homo archaïque qui reste tellement mystérieux qu'on l'appelle le fantôme, ni pour des Homo sapiens très ancestraux pour lesquels a priori on n'a aucun ADN. On a beaucoup de mal à trancher entre ces deux hypothèses. Et le pire en plus, c'est quand on s'amuse à faire des simulations pour voir laquelle est la meilleure. Bah, ce qui est le meilleur, c'est quand on a les deux, c'est-à-dire à la fois le métissage avec un Homo archaïque dans la lignée dénisovienne et le métissage avec Homo sapiens, une lignée ancienne d'Homo sapiens, dans la lignée néandertalienne. D'autres observations, par exemple le fait que Homo heidelbergensis, qui appartient à la lignée néandertalienne, mais qui est un très ancien, qui est un ancêtre de la lignée néandertalienne, porte le même ADN mitochondrial que Denisova, et le fait que certains néandertaliens, anciens de 270 000 ans portent le même ADN mitochondrial, la même lignée mitochondriale que les néandertaliens plus récents, conduisent par contre à penser que cet ADN mitochondrial, lui, viendrait bien de la lignée Homo sapiens, donc de la flèche orange qui est représentée ici, et qu'on aurait donc eu un métissage ancien, il y a plus de 270 000 ans, entre Néandertal et Sapiens. Mais c'est pas la seule chose que le génome de Denisova a pu nous apprendre. En effet, on a pu comparer également dans les génomes modernes, comme on l'avait fait pour Néandertal, quels étaient les génomes néandertaliens qui portaient plus ou moins de variants, de mutations qui provenaient de la lignée dénisovienne. Et là, on s'est rendu compte que les Africains en portaient très peu, les Européens en portaient très peu, les Asiatiques portaient quelques mutations d'origine dénisovienne, et les Mélanésiens portent beaucoup de mutations d'origine mélanésienne. Ce qui serait là donc la trace d'un métissage entre ces Dénisoviens d'un côté et les ancêtres à la fois des Asiatiques de l'Est et des Mélanésiens. Quand on regarde un peu plus précisément, vous pouvez voir ici, donc le gradient de couleur représente l'importance la proportion de ces mutations d'origine dénisovienne dans le génome de différentes populations actuelles. Et vous pouvez voir que dans le génome des populations de Mélanésie, on a effectivement beaucoup d'ADN d'origine dénisovienne et une quantité assez importante, notable également, dans le génome des populations actuelles de tout l'Est de l'Eurasie. En plus, l'étude de ces variants d'origine dénisovienne dans les génomes actuels permet de montrer qu'il y a eu deux événements de métissage différents. Un événement de métissage dans les populations d'Asie de l'Est avec une population de Dénisoviens qui ressemble beaucoup au seul et unique génome de Dénisoviens qu'on a qui provient de cette grotte dans l'Altaï, alors que les Mélanésiens, les ancêtres des Mélanésiens, se sont métissés avec une population qui, elle, sur le plan génétique, est assez divergente du seul et unique génome de Denisova qu'on a et qui provient donc de cette grotte de l'Altaï. Donc, qui montrerait que non seulement on avait des Dénisoviens, mais qu'en plus, ils étaient relativement nombreux, sans doute sur une aire de répartition assez étendue et suffisamment nombreux pour avoir une certaine structuration, une certaine diversité génétique au sein de cette population ancienne. Sauf que pour l'instant, Denisova, à part un petit bout de phalange et 3 molaires, 2 ou 3 molaires, je ne sais plus, on n'a rien. On ne sait pas qui c'est. On n'a pas de reste humain associé à Denisova. On a bien des hypothèses, on retrouve bien des Homo archaïques en Asie de l'Est qui datent à peu près de la bonne période, mais malheureusement, ces restes qui sont retrouvés ne portent pas d'ADN. Et d'un autre côté, les échantillons qui portent de l'ADN ne nous apprennent rien sur le côté phénotypique, à part qu'il avait des phalanges, qu'il avait des molaires M3, et que ces molaires M3 étaient sensiblement, en tout cas pour la grotte de Denisova, sensiblement plus massifs que les molaires M3 des Néandertaliens et des Sapiens actuels. Donc, ça reste là encore un mystère. Donc, si on essaye de faire un bilan de tous ces métissages, on a eu donc le métissage entre un néandertalien plutôt proche des Néandertals d'Eurasie occidentale et les ancêtres de tous les hommes modernes non africains. On a eu un métissage entre deux populations de Dénisoviens avec les ancêtres des Mélanésiens et des Asiatiques de l'Est. On a également au sein de la grotte de Denisova, ce qui n'est pas une surprise, des métissages entre Dénisoviens et Néandertals. Et puis ces métissages supposés entre cette lignée Homo sapiens ancienne et Néandertal et cet Homo archaïque fantôme et Denisova.
Donc on voit bien que là, l'idée d'une évolution, en buisson, à l'idée d'une évolution en buisson se rajoute celle d'une évolution en réseau. C'est-à-dire que, ok, on se sépare, mais on continue d'échanger un petit peu d'ADN les uns avec les autres. Alors, qu'est-ce que ça représente aujourd'hui dans le génome des Homo sapiens actuels, ce métissage? Ici, je vous ai représenté à peu près les estimations qu'on a. Donc, par exemple, pour un Européen, on n'a pas d'ADN dénisovien, donc 0%, et on a environ 2% d'ADN néandertalien dans nos génomes. Pour un Asiatique de l'Est, on est plus autour de 2,5% d'ADN d'origine néandertalienne et moins de 1% d'origine dénisovienne. En revanche, pour les Mélanésiens, on a 3% d'origine, à peu près 3% d'origine néandertalienne et à peu près 3% d'origine dénisovienne. Et puis les Amérindiens, descendants des populations d'Asie de l'Est, portent à peu près la même quantité d'ADN dénisovien. Donc quand même, 2-3%, on est sur une proportion d'ADN d'origine néandertalienne ou dénisovienne qui est très faible dans les génomes d'Homo sapiens. Alors comment expliquer ça? Sans doute déjà, dans un premier temps, que les événements de métissage étaient très rares. On est sur des populations qui étaient des petits effectifs, donc sans doute des rencontres qui étaient relativement rares. Peut-être aussi une structuration et des barrières culturelles sur ces unions entre néandertaliens et sapiens. En tout cas, c'était sans doute quelque chose qui était relativement rare. L'autre chose qui est intéressant à noter, c'est que pour l'instant, on n'a pas identifié les néandertaliens, la population néandertalienne avec laquelle les premiers Homo sapiens non africains se sont métissés. C'est une population néandertalienne qui est assez éloignée des Dénisoviens de l'Altaï, mais qui est aussi également éloignée des néandertaliens de l'Altaï, mais qui est aussi également éloignée des néandertaliens qu'on trouve en Europe, que ce soit Europe de l'Ouest ou Caucase. Donc on a un grand point d'interrogation pour savoir quels étaient ces néandertaliens. Est-ce qu'il y a eu plusieurs événements de métissage? Est-ce qu'il n'y en a eu qu'un seul? Et avec qui? Les hypothèses principales aujourd'hui portent plutôt sur le Proche et le Moyen-Orient, puisque au Proche et au Moyen-Orient, on a des indices de cofréquentation de sites par Néandertal et Sapiens. On a des restes néandertaliens et malheureusement, on n'a pas d'ADN dans ces restes néandertaliens, donc on ne peut pas le tester pour l'instant formellement. L'autre chose qui est aussi intéressante sur la rareté de ces événements de métissage, c'est qu'on a, donc depuis cet hiver, des génomes de néandertaliens tardifs qui sont postérieurs à l'arrivée d'Homo sapiens en Europe. Et dans ces génomes, on ne trouve pas de traces d'ADN d'Homo sapiens, ce qui prouve que là, visiblement, le métissage à cette période s'est fait que dans un seul sens, des néandertaliens vers les sapiens et pas des sapiens vers les néandertaliens. Alors, il y a d'autres aspects qui peuvent expliquer qu'on ait peu d'ADN néandertalien ou dénisovien dans les génomes de sapiens. Déjà, on se rend compte qu'il y a des régions du génome pour lesquelles on n'a pas du tout, personne ne porte d'ADN d'origine néandertalienne ou sapiens. L'ADN à cet endroit, ces variants d'origine archaïque, on va dire, a été totalement purgés des génomes. Et ça, c'est quelque chose qu'on observe quand on a des cas de métissage, d'hybridation entre deux espèces en cours de spéciation, de populations en cours de spéciation. Donc ça serait un indice pour qu'on ait une barrière d'espèces en cours de mise en place. On a d'autres indices qui vont dans ce sens-là. Le premier, c'est qu'aucun homme, Homo sapiens, ne porte un chromosome Y qui provient directement de Néandertal. Tous les chromosomes Y de tous les Homo sapiens qui ont été séquencés actuellement sur Terre sont tous des chromosomes Y hérités des ancêtres de la lignée Homo sapiens en Afrique. Ce qui est intéressant également, c'est que quand on a séquencé le chromosome Y de Néandertal, on s'est rendu compte qu'il y avait des mutations qui avaient un rôle très important dans certains gènes qui interviennent dans la réaction immunitaire et en particulier qui interviennent dans la protection du bébé mâle, du fœtus mâle au sein du ventre de sa mère pour éviter de subir des avortements spontanés. Donc là, l'hypothèse qui est soumise, c'est que potentiellement, quand une femme Homo sapiens était enceinte d'un bébé mâle hybride avec Néandertal qui portait un chromosome Y d'origine néandertalienne, il y avait peu de chances que cette grossesse aboutisse. D'autres observations vont dans le sens d'une barrière d'espèces en cours de mise en place. Là encore, par comparaison avec d'autres espèces animales où on observe ce phénomène en cours, on a moins d'ADN d'origine néandertalien ou dénisovien sur le chromosome X que sur les autres chromosomes. Et on a
pas d'ADN d'origine néandertalien ou dénisovien dans des gènes qui sont exprimés dans certains tissus très spécifiques, donc en particulier dans les testicules et les gènes qui sont exprimés au moment de la fabrication des gamètes, des ovules et surtout des spermatozoïdes. Donc là encore, c'est des observations qui sont totalement cohérentes avec ce qu'on observe sur les phénomènes de spéciation chez les mammifères. Et donc, avec en particulier qui se traduit par une stérilité des hybrides mâles s'ils arrivaient à naître. Et puis l'autre observation, en tout cas l'autre hypothèse, qui pour l'instant n'est pas démontrée, mais en tout cas c'est une hypothèse qui colle avec pas mal des observations, c'est qu'il n'y a pas eu qu'une seule sortie d'Afrique. C'est qu'après cette première sortie d'Afrique initiale, après ce métissage avec Néandertal, on a pu continuer, surtout en Eurasie de l'Ouest, à avoir des flux de gènes continuels avec des populations d'Homo sapiens non hybridées avec Néandertal. Alors c'est une population, là encore une population fantôme, qu'on ne retrouve pas, qu'on appelle la Basal Eurasian Population en anglais, mais qui en tout cas expliquerait aussi pourquoi on a une diminution du pourcentage, enfin du nombre de variants d'origine néandertalienne dans les génomes d'Homo sapiens au cours du temps. Qu'est-ce que ça nous a transmis quand même? Parce qu'on en retrouve quand même. On en a au moins 2,5 à 3% de notre génome qui provient de Néandertal. En fait, quand on cumule sur tous les humains la proportion du génome néandertalien qui survit dans le génome d'Homo sapiens, on arrive à 30 à 70%. Donc, on arriverait presque à reconstituer un néandertalien, en tout cas la moitié d'un génome néandertalien avec les génomes d'Homo sapiens actuels. Mais surtout, ce qu'on observe, c'est que cet ADN d'origine néandertalienne se situe surtout dans des régions du génome qui sont peu importantes sur le plan fonctionnel. Les régions du génome qui sont importantes sur le plan fonctionnel, qui vont permettre de développer un individu, qui codent pour des protéines, qui vont diriger la façon dont les gènes sont exprimés, ces régions du génome contiennent très très peu d'ADN néandertalien. C'est plutôt dans ce qu'on appelle, à tort ou à raison, l'ADN poubelle, l'ADN qui n'a pas une grande importance sur le fonctionnement d'un être vivant, qu'on va retrouver une forte proportion d'ADN néandertalien. Donc tout ça laisse supposer que l'ADN néandertalien a été purgé par la sélection naturelle au cours du temps. Alors pourquoi cette hypothèse? On pense que le génome néandertalien avait accumulé au cours du temps beaucoup de variants d'allèles qui étaient délétères, qui allaient risquer de causer des maladies, et que donc les individus, les Homo sapiens qui portaient ces variants délétères de Néandertal se reproduisaient moins, avaient des enfants en moins bonne santé, donc transmettaient moins leurs variants délétères d'origine néandertalienne à la génération suivante. Donc on a très peu d'ADN néandertalien dans les régions fonctionnelles, mais on en a quand même. Et alors là, ce pauvre ADN néandertalien, il prend cher, pour parler vulgairement. Il n'est pas très à la mode dans les médias qui font des publicités, enfin qui parle de ces variants d'origine néandertalien. Il est associé à l'allergie, il est associé à la dépression, il est associé à l'embonpoint, il est associé au diabète, il est associé encore à allergie et dépression. Il n'a vraiment pas de chance. Alors pourquoi? Est-ce qu'on a encore des variants d'origine néandertalienne qu'on n'a pas réussi à purger de notre génome? C'est peu probable, 50 à 60 000 ans après. Ou est-ce qu'il y a d'autres aspects qui rentrent en ligne de compte? Alors, le premier aspect qui rentre en ligne de compte, c'est qu'on a un biais méthodologique. C'est-à-dire que les variants qu'on connaît, qu'on a étudiés, c'est les variants qui sont liés à des maladies. Donc, on a des collections, des bases de données de variants associés à plein de types de maladies qui sont très importantes. Et donc, quand on va comparer l'ADN, le génome de Néandertal par rapport à ces bases de données, et surprise, on va sortir des variants associés à des maladies. Donc on a déjà dans un premier temps un biais méthodologique qui va nous conduire à ne voir que le mal. Si on prenait un génome d'un Homo sapiens ancien et qu'on faisait la même chose, on trouverait là aussi plein de maladies. Et puis on a un autre phénomène qui est que notre mode de vie actuel est extrêmement différent de celui que vivaient nos ancêtres qui s'étaient métissés avec Néandertal, nos ancêtres chasseurs-cueilleurs, et qui ont vécu pendant 40 à 50 000 ans dans un environnement chasseur-cueilleur. Donc des variants, des mutations qui pouvaient être adaptatives, qui pouvaient permettre aux gens de mieux se reproduire, de mieux vivre dans cet environnement chasseur-cueilleur, peuvent devenir maladaptatives peut-être quand on commence au néolithique à domestiquer les plantes, les animaux, à changer notre alimentation, et peuvent devenir franchement mauvais
quand on est dans un environnement où on a un trop-plein de calories, etc., etc. Typiquement, potentiellement, pouvoir stocker des graisses, c'était quelque chose qui était très adaptatif dans un environnement de chasseurs-cueilleurs. Ou, mais qui devient totalement maladaptatif dans un environnement de fast-food. Ou, dans un autre exemple, l'allergie, on sait qu'elle est liée, je vais revenir là-dessus tout de suite, mais l'allergie, je vais revenir là-dessus tout de suite. Un des variants d'origine néandertalienne qui est très fréquent dans les génomes actuels porte sur une famille de gènes qu'on appelle les toll-like récepteurs qui interviennent dans la réaction immunitaire innée. C'est-à-dire quand on a un pathogène qui rentre dans notre organisme, ces toll-like récepteurs vont faire partie de la première ligne de défense contre ce pathogène. Et effectivement, avoir un variant d'origine néandertalienne dans ces gènes-là, c'est associé à une expression de ces gènes qui est extrêmement fort. Donc en particulier, ça a des avantages encore aujourd'hui sur le phénotype, des avantages adaptatifs, puisque les gens qui portent les variants d'origine néandertalienne sont plus résistants, ont moins de contamination par une bactérie, Helicobacter pylori, qui donne le cancer de l'estomac. Mais en même temps, dans un environnement qui est extrêmement hygiéniste comme le nôtre, le fait d'avoir un système immunitaire hyper réactif va pouvoir, là, en revanche, conduire à des allergies. Donc, si vous avez des allergies à cause de Néandertal, dites-vous que ça a aidé vos ancêtres à survivre à un certain nombre de maladies. Donc, au final, c'est pas plus mal. Donc, quand Homo sapiens est sorti d'Afrique, typiquement, il s'est retrouvé face à tout un échantillonnage de maladies, de pathogènes qu'il ne connaissait pas, qui étaient absents en Afrique. Et là, dans ce cas-là, Néandertal ou Denisova, qui, eux, s'étaient adaptés à ces maladies, ont pu transmettre des variants qui étaient adaptatifs. Un autre exemple d'adaptation qui est lié à des métissages, là, cette fois-ci, avec Denisova, porte sur les Tibétains. Les Tibétains sont génétiquement extrêmement proches des populations Han, donc d'Asie de l'Est. Mais comme vous le savez, ils vivent dans un environnement qui est très particulier, en particulier en montagne, avec une pression partielle en oxygène qui est extrêmement faible. Et donc, une des adaptations qui est très étudiée chez ces populations vivant depuis très longtemps dans des montagnes, c'est comment ils parviennent à survivre dans un environnement avec aussi peu d'oxygène. Et on a des mutations qui vont leur permettre de capter l'oxygène de façon plus efficace. Or, une de ces mutations, la mutation principale permettant l'adaptation à l'environnement un environnement pauvre en oxygène chez les Tibétains, leur a été léguée par Denisova. Donc là aussi, un métissage qui a permis une adaptation à un environnement très particulier auquel nos ancêtres sortis d'Afrique n'étaient pas adaptés. Alors tout ça, ça donne envie de se dire, bon, pour l'instant, on a étudié ce que donnait l'ADN néandertalien chez Homo sapiens, mais que donne l'ADN néandertalien chez Néandertal? Comment est-ce qu'à partir d'une séquence d'ADN, est-ce qu'on peut essayer de reconstituer l'apparence, le phénotype, le fonctionnement des organismes néandertaliens? Alors pour ça, on n'a pas énormément de manières de le faire. On en a 3. La première manière, qui à mon sens est la plus rigoureuse scientifiquement, est de prendre la mutation néandertalienne, de prendre la mutation sapiens et de regarder ce que ça donne dans un modèle. Alors, on peut regarder ça dans un modèle in vitro. Là, actuellement, le laboratoire de Svante Pääbo est en train de tester les mutations d'origine néandertalienne et d'origine sapiens dans des cerveaux de souris pour regarder si ça conduit à un fonctionnement du cerveau différent et en quoi il est différent. Donc, ça a été fait pour étudier la couleur des cheveux de Néandertal, en tout cas de certains néandertaliens, et je vous disais, pour étudier, et c'est en cours pour étudier le fonctionnement du cerveau néandertalien et du cerveau sapiens. L'autre méthode consiste à utiliser justement le fait qu'on porte un certain nombre de variants d'origine néandertalienne et de comparer dans des populations modernes actuelles l'influence d'avoir un variant d'origine néandertalienne ou d'avoir un variant d'origine sapiens. Donc, ça a été fait sur le fonctionnement du système immunitaire, comme je vous disais. Donc, on peut supposer à partir de ça que Néandertal avait un système immunitaire plus réactif que Sapiens. Ça a été fait sur des gènes qui codent pour les kératines des cheveux et de la peau, en particulier la kératine. Donc, ces gènes vont conduire ces variants d'origine néandertalienne vont conduire à une kératine plus épaisse. Donc, potentiellement, Néandertal avait une kératine plus épaisse. Et ça a été fait également sur le métabolisme des lipides, qui est différent de celui qu'on observe chez Sapiens.
Et puis la troisième solution qui, à mon avis, est quand même extrêmement peu fiable, c'est de dire, on va comparer les gènes de Néandertal et les gènes de Sapiens. On va voir qu'il y a une mutation dans un gène de Néandertal et on va dire, chez Sapiens, ce gène, il est connu pour faire telle fonction. Et donc, on va, à partir de là, essayer d'estimer, de deviner les choses qui étaient différentes entre Néandertal et Sapiens. Alors, sur la méthode la plus fiable, on a fait des tests dans le cadre d'une protéine, sur l'activité d'une protéine. Donc, c'est une protéine qui est une protéine MC1R qui est codée par un gène, et on sait que cette protéine, ce gène est muté entre les gens qui ont un phénotype teint très clair, cheveux roux, et les gens qui ont un phénotype qui n'est pas teint très clair, cheveux roux. Et en fait, on a plusieurs mutations actuellement, donc qui sont représentées par les petites croix vertes ici, qui vont porter à plusieurs régions de la protéine et qui vont conduire à une perte quasiment d'activité de cette protéine, ce qui va faire que les individus ne vont plus synthétiser qu'un seul type de mélanine, la mélanine rouge, ils ne vont plus synthétiser la mélanine brune, et donc ce phénotype, cette apparence peau claire, cheveux roux. Et on s'est rendu compte que chez quelques néandertaliens, pas chez tous les néandertaliens, mais quelques néandertaliens portaient une mutation dans cette protéine. Et quand on a regardé l'influence de cette mutation, on s'est rendu compte que ça conduisait à une perte d'activité de la protéine qui était similaire à celle qui est observée chez les gens qui ont le phénotype, les Homo sapiens actuels, qui ont le phénotype teint clair, cheveux roux. Et donc, on a pu en déduire que certains néandertaliens avaient le teint clair et les cheveux roux. Et c'est pour ça que maintenant, tous les néandertaliens sont représentés avec le teint clair et les cheveux roux. On a retrouvé cette mutation que chez quelques néandertaliens, pas chez tout le monde. Donc l'autre chose qui est intéressante, c'est que les roux ne sont pas roux parce qu'ils ont hérité ça de Néandertal. C'est des mutations différentes qui interviennent. Donc c'est un cas assez joli de convergence évolutive entre la lignée néandertalienne et la lignée sapiens pour aboutir à un phénotype identique. Donc ça, voilà, ça c'est l'un des cas où on a pu montrer réellement, à partir de la séquence d'ADN, en déduire un phénotype chez Néandertal. C'est l'un des très rares cas. Sinon, voilà, quand on va regarder les classes de gènes qui varient, on va avoir un certain nombre de classes qui vont être donc à la fois communs à Néandertal et Denisova. Ça va être dans des gènes associés au métabolisme. Donc le métabolisme de Néandertal et Denisova n'était pas le même. Au système cardiovasculaire, à la répartition des poils. Alors on n'a aucune information si c'est pour dire que Néandertal ou Denisova avait plus ou moins de poils que Sapiens. On sait juste que c'était pas pareil. Et à la morphologie, alors de façon très intéressante, la morphologie de la région occipitale, la morphologie des orbites, la morphologie du thorax. On n'a clairement pas attendu les paléogénéticiens pour savoir que la morphologie de Néandertal n'était pas comme celle de Sapiens. Donc, c'est un intérêt assez limité. De la même façon, donc dans des gènes, dans la lignée spécifique à Néandertal, qui n'est pas retrouvée chez Denisova, on a des mutations, des variations dans des gènes qui sont associés à une maladie de la courbure de la colonne vertébrale. Or, justement, les paléoanthropologues nous disent que Néandertal avait une courbure différente de celle de Sapiens. Donc là aussi, on arrive à valider. Et puis, dans les gènes spécifiques à Sapiens, on a des gènes associés à la couleur de la peau et au comportement social qui portent des mutations partagées par tous les Homo sapiens, mais pas par Néandertal ou Denisova. Donc quand même, grosso modo, dans l'état actuel des connaissances, cette séquence d'ADN néandertalienne ne nous apprend pas grand-chose sur ce à quoi ressemblait Néandertal. En revanche, elle va nous apprendre des choses assez intéressantes sur la structuration sociale de Néandertal. Comme on a des génomes de très bonne qualité, vous vous rappelez, on a à la fois le chromosome d'origine paternelle et le chromosome d'origine maternelle. Et donc, on peut s'amuser à compter le nombre de différences au sein d'un même individu entre son chromosome d'origine paternelle et son chromosome d'origine maternelle. Donc ici, vous avez l'exemple, si on fait ça sur un Français, symbole des Européens, sur un Français, on voit qu'il y a un certain nombre de différences. Il y a des régions qui sont assez similaires, mais on a une différence moyenne qui est relativement élevée. Si on fait ça sur Denisova, on observe le même genre de phénomène, donc des régions très différentes, des régions peu différentes. Mais quand cette analyse a été faite sur le génome du Néandertal de l'Altaï, donc ce Néandertal qui était quand même très éloigné de l'aire de répartition majoritaire des Néandertaliens, on voit qu'il y a des séquences, des fragments qu'on dit homozygotes, puisque le fragment d'origine paternelle et le fragment d'origine maternelle sont 100% identiques. Aucune différence.
Donc ça, c'est quand même quelque chose de très étonnant. Ça fait comme si, en fait, si je reprends ce petit schéma-là, bah, au lieu d'avoir des couleurs différentes, comme s'il y avait des... Ah zut, je l'ai pas... Ah zut. Hop, voilà. Comme si au lieu d'avoir des couleurs différentes, eh ben, je n'y arriverai pas. Au lieu d'avoir des couleurs différentes, on avait des régions totalement identiques entre ici, par exemple, et ici. Donc, comme si ce chromosome vert moyen et ce chromosome vert clair, initialement, étaient totalement identiques. On peut s'amuser à calculer la taille de ces fragments homologues et de les comparer en fonction de différentes populations de primates. Donc, on sait que quand on a un fragment totalement identique qui est très long, ça veut dire qu'on partage un ancêtre commun très proche. Et c'est-à-dire que dans le génome de notre père et de notre mère, on a des bouts de chromosomes qui proviennent très récemment du même ancêtre, du même parent. C'est pas grave. Quand on a des fragments totalement homozygotes de cette façon-là, de petite taille, on sait que ça veut juste dire qu'on est dans une population où la diversité génétique est relativement faible. Et donc, on va partager des ancêtres. Nos parents vont partager des ancêtres, mais il y a très longtemps, et donc la recombinaison a eu beaucoup de temps, cette fois-ci, pour venir couper les fragments qui étaient identiques. Alors, on peut regarder ça chez différents primates. Donc, vous voyez, les Homo sapiens sont représentés en vert. Vous voyez que les Homo sapiens non africains ont un peu plus de fragments homozygotes de petite taille que les Homo sapiens africains. On a eu un phénomène de sortie d'Afrique où là, on a eu une réduction de la taille de la population. Puis vous voyez que les gorilles des basses terres de l'Est, eux, ont beaucoup de consanguinité. Alors, j'ai regardé les derniers chiffres que j'ai vus, il ne reste plus que 3800 individus. Et en plus, il y en a des structurations, des phénomènes de reproduction qui vont conduire à beaucoup de consanguinité chez ces individus-là. Qu'est-ce qui se passe si on regarde Néandertal et Denisova? Eh ben, on se rend compte, petit 1, que la plupart des Néandertaliens et Denisova ont peu de fragments homozygotes de grande taille, donc pas énormément de consanguinité. En revanche, ils sont dans des populations avec une très faible diversité génétique, des populations de toute petite taille génétique. Et puis alors, il y a le cas du Néandertal de l'Altaï, qui lui a énormément de consanguinité au sein de son génome. Alors, pour revenir sur le cas de ce Néandertal, l'équipe qui travaillait là-dessus a modélisé plusieurs types de mariages consanguins. Alors, des mariages consanguins entre deux cousins doublement germains qui vont partager donc 2 fois les mêmes grands-parents, un grand-père et sa petite-fille, 2 demi-frères et sœurs, un oncle et sa nièce. Et en fait, on observe que l'indice donc de pourcentage du génome qui est sur ces fragments totalement identiques entre le chromosome d'origine paternelle et maternelle est même supérieur à ce qu'on attend dans le cas de ces mariages très consanguins. Donc, ce Néandertal de l'Altaï, peut-être par hasard, peut-être que la sélection a causé ce hasard, mais était issu d'un mariage consanguin entre 2 membres très proches de sa famille. Et visiblement, ces membres très proches de sa famille étaient eux-mêmes issus d'autres mariages consanguins en amont, ce qui explique le fait qu'il y a un petit peu plus encore de fragments homozygotes, totalement identiques entre le chromosome paternel et maternel au sein de son génome. En revanche, ce qu'il faut quand même garder en tête, c'est que tous les Néandertaliens n'étaient pas homozygotes. Et quand on regarde les autres Néandertaliens ou Denisoviens, on se rend bien compte qu'eux n'avaient pas cette structuration sociale. Donc il faut imaginer sans doute que ce Néandertal de l'Altaï, vivant dans l'Altaï, au milieu de l'Asie, avait sans doute pas l'occasion de rencontrer très souvent des congénères et des membres de son espèce, Néandertal étant principalement une espèce européenne, et ce qui pouvait peut-être conduire à ces phénomènes de mariage consanguin. Quoi qu'il en soit, on a cette taille de population néandertalienne qui est très petite, qui est très structurée, et qui là a pu conduire peut-être à l'accumulation de mutations délétères, et peut-être donc à la disparition de Néandertal, même si c'est sans doute pas la seule et unique cause. Donc, pour conclure, ces développement de la paléogénomique de Néandertal, qui a une petite dizaine d'années maintenant, a quand même permis de montrer un réseau de flux de gènes, des interactions, des métissages entre plusieurs lignées humaines, dont certaines étaient même quasiment inconnues jusqu'à présent, donc avec la lignée dénisovienne,
qui reste encore à explorer, qui reste encore à comprendre, dont les mécanismes ne sont pas tous connus, mais en tout cas qui ouvrent des perspectives extrêmement importantes. Ça a également permis de montrer que la population, les Néandertaliens vivaient dans des populations structurées avec des échanges génétiques entre ces populations qui étaient sans doute relativement limités. Et ça nous permet de savoir ce qu'on ne sait pas également, c'est-à-dire on est différent de Néandertal, mais on ne sait pas encore génétiquement pourquoi on a ces différences. On n'arrive pas à mettre en évidence dans le génome de Néandertal ce qui va conduire aux différences par rapport à Sapiens. Et puis, ça a permis d'ouvrir un énorme nombre de questions. J'en ai listé quelques-unes, celles qui me sont venues en préparant cette présentation, mais il y en a encore énormément. Qui sont les Denisoviens? Est-ce qu'on va réussir à faire un lien entre ce génome de Denisova et des fossiles? Qui est cette lignée archaïque, fantôme, qui s'est métissée avec les Denisoviens? Est-ce que c'est des Homo erectus? Est-ce que c'est des Homo habilis? Qui sont-ils? Est-ce qu'on en retrouve des restes? Est-ce que dans nos collections, on a des restes qui appartiennent à cette lignée archaïque humaine? Ça, c'est une grande question. Je ne sais pas si on pourra la résoudre. C'est probable que l'ADN soit assez trop mal préservé pour qu'on puisse l'identifier, mais en tout cas, il y a une vraie question qui se pose là. Est-ce que ce métissage probable entre des pré-néandertaliens et des pré-homo sapiens qui a transmis à Néandertal son ADN mitochondrial, est-ce que ça a une influence biologique? Est-ce que ça a une biologique? Oui, visiblement dans l'ADN, mais est-ce que ça a une influence culturelle? Est-ce qu'on peut arriver à montrer où s'est produit cet événement? Pour l'instant, on n'a aucun indice. Pourquoi la proportion du génome d'origine néandertalienne va varier entre les différentes populations d'Homo sapiens non africains? Là, on a encore plein d'hypothèses. Chaque laboratoire a son dada. Alors certains disent c'est parce qu'il y a eu ce métissage particulièrement chez les Européens avec des populations humaines non métissées avec Néandertal. D'autres disent c'est parce que les ancêtres des Asiatiques se sont métissés plus fréquemment avec Néandertal que les ancêtres des Européens. D'autres disent qu'il y a des phénomènes démographiques dans les ancêtres de la population asiatique qui ont conduit à augmenter le pourcentage d'ADN néandertalien. Bref, pour l'instant, on ne sait pas, mais c'est quand même des enjeux qui sont extrêmement intéressants pour comprendre le peuplement de l'Eurasie par les Homo sapiens. On ne sait pas avec quelle population néandertalienne on s'est métissé, nos ancêtres se sont métissés. On ne sait pas s'il y a des différences de fonctionnement cognitif, par exemple, entre Néandertal et Sapiens. Et est-ce que dans l'évolution d'Homo sapiens, on a eu des transformations cognitives qui pourraient expliquer peut-être l'extraordinaire efficacité de Sapiens dans son peuplement du monde et sa survie comparativement aux autres espèces humaines, etc., etc. En tout cas, le champ est libre pour énormément de questions, énormément de projets. Et donc, j'espère que dans 10 ans, je reviendrai vous parler des prochaines découvertes sur Néandertal. Je vous remercie. Et du travail pour les chercheurs. Beaucoup de travail pour les chercheurs. La première question est devant moi. Merci, c'était éblouissant. Et vous avez commencé à le préparer qu'hier, j'ai vu votre tweet. Oui, exactement. Alors, qu'est-ce que ça aurait été si vous aviez passé un mois à la préparer, cette conférence? Oh, mais c'est quelque chose que je donne régulièrement en cours, donc j'avais aussi les diapos. C'était extraordinaire, merci beaucoup. J'étais au Collège de France hier, là j'ai vu tous les plus grands pendant 2 jours. Eh ben, c'était pas plus intéressant que ce que vous avez fait. Alors, je n'ai fait que citer leurs projets et je n'ai pas la moindre goutte de sueur à l'intérieur de ces travaux. Mais je vous ai tellement flatté que j'ai oublié ma question. Et oui, c'est ça. Ah oui, je crois me rappeler que Kublin, il disait que les sapiens et les Néandertals se sont métissés il y a 100 000 ans quand ils se sont rencontrés en Israël. Et que quand les Néandertals sont arrivés en France, disons il y a 40 000 ans, il y avait déjà plus de sapiens. Je mélange tout. Quand les sapiens sont arrivés en France. Oui, quand les sapiens sont arrivés, pardon. Quand les sapiens sont arrivés en France, il y a 40 000 ans, il y avait déjà plus de Néandertals. On a des indices de co-fréquentation au Proche-Orient entre Néandertal et Sapiens. Et c'est là à peu près il y a 100 000 ans. La question, c'est que pour l'instant, la datation du métissage, elle est datée à 50-60 000 ans. Alors, ça peut être une datation moyenne. On a pu peut-être avoir plusieurs événements de métissage, certains il y a 100 000 ans et d'autres plus récemment, ce qui fait qu'en moyenne, on a une date autour de 50-60 000 ans. Ce qui est aussi possible, c'est qu'il y ait eu des métissages entre
Sapiens et Néandertal à Cavzay il y a 100 000 ans, enfin en Proche-Orient il y a 100 000 ans, mais que nous ne sommes pas les descendants de ces populations sapiens qui se sont métissées. Ce qui expliquerait pourquoi on a, une datation à 50-60 000 ans. Donc, on peut avoir plusieurs possibilités pour expliquer ça. Ce qui est évident, c'est qu'on pointe plutôt vers le Proche ou le Moyen-Orient pour ce métissage à cause de ces raisons-là, mais pour l'instant, on n'a aucune trace. On n'a pas de trace d'un Néandertal, d'un Sapiens qui vient de se métisser avec Néandertal, qui serait au Proche-Orient et qui serait ancêtre des populations actuelles, ce qui serait la démonstration de ça. Pour l'instant, l'idée d'un métissage au Proche-Orient entre Néandertal et Sapiens, elle est comment dire, c'est une hypothèse qui se tient, mais ça reste du registre de l'hypothèse. Sur la co-fréquentation de l'Europe par Sapiens et par Néandertal, moi j'ai envie de dire, on a un pistolet fumant, on a Oaséen. Oaséen, ses ancêtres, ils se sont rencontrés, il y en avait un qui était néandertalien et les autres qui étaient Sapiens. En Roumanie, pas en France. Ah, en Roumanie. Ah oui, en France. Je sais pas. En France, on n'a pas assez de données. À l'époque, il n'y avait pas de frontières de toute façon. Donc en Roumanie, effectivement, mais en Europe de l'Ouest. Oui, enfin, radis de l'Ouest. Bonjour, merci beaucoup pour cette intervention. Où est-ce que l'on trouve le plus facilement de l'ADN? Dans la pulpe dentaire, dans l'os, dans quoi? Pour pas qu'il soit contaminé. On peut imaginer que dans la pulpe dentaire, on a moins été contaminé. Il y a deux questions pour trouver de l'ADN, en fait. La première question, il faut qu'il y ait beaucoup de cellules, parce que si on n'a pas beaucoup de cellules, ben, on n'a pas beaucoup d'ADN. Donc, il faut que ce soit un tissu qui ait beaucoup de cellules. Et l'autre question, il faut que ce soit un tissu qui soit suffisamment solide pour être préservé jusqu'à nos jours. Autre raison. Et surtout, éviter ce qui est notre gros problème, c'est la contamination par de l'ADN environnemental. C'est-à-dire que on peut, si on séquence le génome d'un individu actuel, on va faire une prise de sang et puis on n'aura que son ADN. Mais nous, les échantillons qu'on retrouve, ils sont généralement retrouvés dans le sol et donc avec énormément de bactéries, de champignons, etc., autour qui ont laissé leur ADN. Donc pour l'instant, on a deux types d'échantillons qui vont permettre d'améliorer cette quantité d'ADN humain qu'on va extraire à partir des échantillons. Le premier os, c'est l'os pétreux, donc c'est l'os qui entoure l'oreille interne. C'est un os qui est extrêmement dur, extrêmement solide. On voit, nous, quand on fait des extractions d'ADN, parfois on a du mal à réduire l'os pétreux en poudre parce qu'il est vraiment très très dense. Et donc c'est dans tout le squelette l'échantillon qui marche le mieux pour retrouver de l'ADN, avec un certain nombre de questions qui se posent, c'est-à-dire que quand on va aller toucher l'os pétreux, on va aller endommager l'oreille interne. Or, on sait que c'est également l'étude de la morphologie, de l'évolution de la morphologie de l'oreille interne est quelque chose qui est extrêmement intéressant. Donc, nos collègues paléoanthropologues ne sont pas toujours pour. Donc, quand on travaille sur Homo sapiens, s'ils veulent bien, si on laisse le symétrique. Je pense, à ma connaissance, sur Néandertal, il n'y a eu aucun projet qui a été fait sur l'os pétreux. Et effectivement, l'autre reste humain qui est assez bon pour préserver l'ADN, c'est les racines de dents, ou la couronne de la dent d'ailleurs. Donc, on a, en moyenne, 4 fois moins d'ADN que dans l'os pétreux, mais 10 fois plus que dans un autre type d'échantillon. Après, les autres conditions qui vont jouer, ça va être surtout les conditions environnementales de préservation du pH, de préservation de la température. Et donc, typiquement, les deux échantillons de Denisova et de Néandertal de l'Altaï, sur lesquels des génomes de très bonne qualité ont été séquencés, c'est deux phalanges, alors une phalange du doigt, une phalange du pied, et on avait une 60, je ne vais pas dire de bêtises, mais autour de 60 à 80% d'ADN humain endogène à l'intérieur des échantillons. À ce niveau-là, c'est quasiment comme travailler sur de l'ADN moderne, c'est sidérant. Donc là, c'est les conditions environnementales qui ont permis une bonne préservation de l'ADN. Donc on passe à une nouvelle question. Et bonsoir. Dans une des diapos, il y avait marqué que les populations africaines modernes avaient quand même quelques variants néandertaliens. Puis l'autre diapo qui montre sur les récepteurs de l'immunité, on voyait en Afrique de l'Est, sur les petits camemberts, alors, est-ce que c'est hérité de l'ancêtre commun? Alors, il y a plusieurs explications pour ça. Donc déjà, tous les humains modernes partagent un ancêtre commun avec Néandertal, forcément.
Et donc, ce qui est possible, c'est qu'un certain nombre des mutations qu'on observe et qu'on considère comme étant dérivées néandertaliennes aient pu émerger avant la divergence. Et que certaines populations d'Afrique de l'Est, certaines populations africaines aient conservé ces mutations qu'on attribue plutôt à Néandertal aujourd'hui. Et d'ailleurs, tous les indices de pourcentage d'ADN néandertalien qu'on trouve dans les génomes modernes sont calculés par rapport à un génome africain. Donc, c'est 2% de plus qu'un génome africain. Le cas particulier de l'Afrique de l'Est, c'est que les humains bougent tout le temps. Et donc, il y a des humains qui sortent d'Afrique, et puis il y a des humains qui retournent en Afrique. Et on a un indice très fort d'une migration back to Africa de populations du Proche-Orient il y a environ 3 à 4 000 ans, qui se sont installés particulièrement en Afrique de l'Est. Et donc, ils se sont métissés avec les populations africaines actuelles. Et donc, c'est des populations qui étaient métissées avec Néandertal et qui, donc, dans leur bagage, ont ramené quelques variants néandertaliens. Donc, c'est pour ça également qu'on va souvent comparer par rapport à différentes populations africaines pour essayer de s'extraire de ces phénomènes démographiques qu'on va dire récents parce qu'on compare avec Néandertal et essayer de prendre en particulier des populations qui se sont peu métissées, donc souvent c'est les San qu'on va prendre typiquement en Afrique, qui se sont peu métissées avec des populations d'origine eurasiatique. Mais on ne peut pas s'extraire de ces événements démographiques très récents. Une nouvelle question ? Quand on prend le terme divergence, est-ce que ça veut dire que les sapiens et les néandertaliens ont eu un ancêtre commun qui a donné naissance d'une part aux sapiens, d'autre part aux néandertaliens, ou est-ce que ça veut dire que les néandertaliens, plus tard, ont fait naître les sapiens? Ah non, on partage un ancêtre commun avec les néandertaliens, mais on ne descend pas des néandertaliens. Voilà, donc cette divergence s'est produite il y a à peu près 500 000 ans, ou sans doute en Afrique, et ensuite les néandertaliens sont sortis d'Afrique. Mais on ne descend surtout pas des néandertaliens, à part pour 2% de notre génome. Merci. Je vous en prie. Y a-t-il d'autres questions ? Bonjour, merci pour votre exposé. Je ne viens pas d'un milieu scientifique, donc ma question surprendra sans doute des personnes. Je comprends très bien qu'on puisse avoir un ancêtre commun avec les Néandertaliens. Qu'est-ce qui nous permet d'être sûr qu'on a pu se croiser avec lui ? Alors, ce qui nous permet d'être sûr, c'est justement l'observation qu'on va porter dans certaines populations humaines, vont porter dans leur génome des mutations qui en fait sont arrivées chez Néandertal. Donc, pour que nous, on puisse les récupérer à l'intérieur de notre génome, il a fallu qu'on se croise avec lui à un moment ou à un autre. Donc, c'est parce qu'on porte ces mutations, les populations eurasiatiques portent des mutations qui, en fait, se sont produites, quand les deux lignées ont divergé, se sont produites dans la lignée néandertalienne, qu'on va être sûr que le fait qu'on les a vient d'un métissage, d'une hybridation. Je ne sais pas si c'est plus clair comme ça. Oui, encore merci pour votre exposé. J'aimerais comprendre comment, à un moment donné, quand on analyse une séquence d'un gène, donc c'est une succession de A, C, si je me rappelle, voilà, etc. Comment on fait pour déterminer que cette séquence appartient à l'espèce sapiens et telle autre appartient à l'espèce néandertalis? C'est sur une base... parce que le même gène pour un sapiens, il y a des variantes puisqu'on est tous différents. Non, je me trompe. Oui, non, donc le même gène, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, la différence, on sait qu'elle dépend de Néandertal et pas de sapiens? Alors, je suis pas sûre. Je vais essayer de vous répondre. Je suis pas sûre de répondre à votre question. Vous m'en direz si. On va comparer. Si on prend un génome, une séquence aléatoire, on ne sait pas ce que c'est. On va la comparer par rapport à une séquence, à des séquences humaines et par rapport à des séquences néandertaliennes, issues de fossiles attribués à Néandertal. Et en fait, on va se rendre compte, on va compter le nombre de différences qu'il y a entre la séquence X, notre séquence
dont on se pose la question, et une séquence humaine, ou entre la séquence X et une séquence néandertalienne. Et on va se rendre compte que la distance, le nombre de différences va être plus faible entre, par exemple, la séquence X et Néandertal qu'entre la séquence X et Sapiens. Donc, on va dire que cette séquence est plutôt néandertalienne. Est-ce que c'était ça votre question ou c'était pas tout à fait ça? Ensuite, dire telle mutation, elle est d'origine néandertalienne. On va dire que c'est une mutation néandertalienne. Alors, vous avez vu, on a très peu de génomes de Néandertal. Ça se compte sur les doigts d'une main quasiment. Enfin, jusqu'à il y a 1 an, ça se comptait avec un doigt. Donc, on a très peu de séquences néandertaliennes. Et on va dire qu'une mutation est néandertalienne si elle est présente chez Néandertal et qu'elle est absente chez la quasi-totalité des Homo sapiens actuels. Si elle est présente chez Néandertal et chez beaucoup d'Homo sapiens actuels, c'est peut-être une mutation qui date d'avant la divergence. En revanche, si elle est présente chez Néandertal et quasi absente de 99,99% des humains actuels, alors on va se dire qu'elle est plutôt arrivée dans la lignée néandertalienne et a été transmise aux 0,01% des sapiens qui la portent actuellement. Ou alors, si elle est présente chez Néandertal et totalement absente des Homo sapiens africains, par exemple. Donc, on va avoir comme ça des critères qui vont nous permettre de dire telle mutation, elle est néandertalienne et pas sapiens, ou elle n'est pas partagée entre les deux espèces, puisqu'on a aussi un certain nombre de mutations qui sont partagées depuis notre ancêtre commun. C'est sur cette base qu'on va dire qu'il y a 500 000 ans qu'on a divergé. Ouais. Alors, la question ensuite d'arriver à dater la divergence entre sapiens et Néandertal, là, c'est très compliqué. Parce qu'en fait, on a plusieurs manières pour dater. On a besoin d'une horloge, on a besoin d'un rythme. C'est savoir, voilà, telle personne, elle arrive à telle heure, à tel endroit. Pour savoir à quelle heure elle est partie, on a besoin de sa vitesse. Donc là, exactement, on a besoin de connaître la vitesse de mutation. On a plusieurs moyens pour connaître cette vitesse de mutation. On peut dire, l'homme chimpanzé diverge il y a 6 millions d'années. Donc, on a une vitesse quand on compte le nombre de différences entre l'homme et le chimpanzé, qu'on rapporte ça à 6 millions d'années, puis après, on fait une règle de 3 pour, avec le nombre de différences entre Néandertal et Sapiens, savoir quand est-ce que les séquences divergent. Le problème, c'est que vous le savez sans doute, la date de divergence entre homme et chimpanzé, c'est discuté. Certains ils disent que c'est 8 millions, certains disent que c'est 10 millions, certains disent jusqu'à 12 millions. Donc là, on diminue par 2, on accélère par 2 la vitesse de mutation. Donc c'est un peu compliqué. Une autre méthodologie consiste à dire, on va prendre 2 parents, on va séquencer leur génome, on va séquencer le génome de leur enfant, puis on va compter le nombre de mutations qu'il y a d'un parent à un enfant. C'est à peu près 70 sur 3,2 milliards de paires de bases, 70 mutations par génération. Mais là encore, on a des soucis parce que toutes ces mutations ne vont pas être transmises pendant des millions et des millions d'années. Certaines de ces mutations, la plupart de ces mutations, même par hasard, vont disparaître, vont ne pas être transmises. Donc, on a du mal encore à estimer réellement ce taux de mutation. Donc, ce que j'aurais dû faire quand je vous ai montré les diapos, c'est vous dire ça a été estimé avec un taux de mutation, ça a été estimé avec la date de divergence homme-chimpanzé, en la datant à temps. Donc, ce que j'ai pas fait, généralement, c'est avec la date de divergence homme-chimpanzé. Une autre méthode consiste à dire, maintenant, on a des génomes anciens, on a des génomes qui ont 50 000 ans, par exemple. Et on va comparer ce génome ancien avec les génomes modernes, on va mettre en évidence un certain nombre de mutations manquantes qui ne se sont pas produites pendant les 50 000 ans où cet individu était mort et qui se sont produites dans les génomes actuels pendant les 50 000 ans d'évolution continuelle. Et donc, essayer d'estimer comme ça le taux de mutation. Donc, on a beaucoup de mal encore aujourd'hui. C'est un travail en cours aussi. Estimer le taux de mutation dans l'espèce humaine, c'est assez sidérant de dire ça. On pourrait se dire quand même, on a séquencé le génome humain il y a 16 ans. On devrait quand même savoir à quelle vitesse il évolue. Non, on ne sait toujours pas. Mais on essaye de se fonder sur ces arguments-là. Et le deuxième point, c'est que nous, tous dans cette salle, on appartient grosso modo à la même population. Donc, on a une date de divergence de population qui est de 0 ans. En revanche, si on compare nos génomes, on va avoir un certain nombre de différences puisqu'on est tous différents. Donc, nous, avec l'ADN, on va dater les dates de divergence de séquences, mais qui ne sont pas équivalentes aux dates de divergence de population. Et arriver à correspondre la date de divergence entre population et la date de divergence entre séquences, ça nécessite d'avoir des informations
sur la structure, la taille de ces populations anciennes. Donc pareil, parfois, on avait les dates de divergence entre populations et à d'autres moments, on avait les dates de divergence entre séquences, ce qui rend aussi les choses plus compliquées. Sur le plan, pour la comparaison avec les données paléoanthropologiques, évidemment, ce qui est intéressant, c'est pas la date de divergence entre séquences, c'est la date de divergence entre populations, évidemment. Merci, madame, pour votre information. Je vous demande, puisque les gènes du Néandertal qui sont spécifiques, nous pouvons connaître qui sont, mais il y a des gènes qui sont en commun entre les Néandertals, les sapiens. Comment on peut calculer le temps pour cent qui vient d'une population néandertale si elle a apporté justement les mêmes gènes communs de la population sapiens, qui ont partagé un ancêtre. Ouais, alors les régions du génome qui n'ont pas évolué, qui n'ont pas muté entre Néandertal et Sapiens, ces régions-là, on ne les prend pas. Alors attendez, c'est pour les 2% en fait votre question. C'est comment on dit qu'il y a 2% qui viennent de Néandertal parce qu'en fait, donc, si on compare une séquence néandertalienne et une séquence d'un Homo sapiens africain, on va dire, dans lequel il n'y a pas il n'y a pas eu de migration, il n'y a pas eu d'hybridation, on va avoir une divergence de séquences qui va être de l'ordre de 0,2%. C'est-à-dire que si on aligne 1000 paires de bases, 1000 lettres du génome, on va avoir en moyenne 2 différences, 2, 3. Si on fait ça entre 2 Homo sapiens dans cette pièce, on va avoir en moyenne une mutation toutes les 1000 paires de bases. Donc ça, c'est un premier point. Ce qui n'est pas du tout les 2% dont je parle là. Les 2% dont je parle là, on compte la même chose que quand on prend le génome d'un frère et de 2 frères et sœurs et qu'on dit il y a 50% qui est pareil et il y a 50% qui est différent. Les 2%, ils sont directement hérités de cet ancêtre. Comme quand on compare 2 frères et sœurs, il y a 50% du génome qui sont à 100% identiques, qui sont directement hérités des parents, et il y a 50% qui retracent une histoire plus ancienne, et donc on va avoir 1 pour 1000 de différence. Est-ce que ça serait possible de remettre la présentation parce que, merci. C'est ce que j'ai essayé de représenter. C'est ce que j'ai essayé de représenter ici. Les 0,2%, c'est comme quand vous prenez les couleurs là, ça serait une façon de quantifier l'éloignement de couleur entre le rose et le orange. C'est-à-dire, on a accumulé des différences dans cet éloignement de couleur, et donc ça fait qu'on a 0,2 pour 1000 de différence entre sapiens et Néandertal. Les 2% du génome des Homo sapiens non africains qui vient de Néandertal, ça serait la quantité de petites billes roses à l'intérieur du chromosome du génome orange. Je ne sais pas si c'est plus clair comme ça. Oui, je voudrais savoir, des unions entre les 2 populations considérées, est-ce que ça veut dire, en Europe et au Proche-Orient, une coexistence très, très harmonieuse, finalement, entre les 2 populations? Alors, j'en ai aucune idée. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il y a eu des relations sexuelles qui ont conduit à une fécondation, qui ont conduit à un bébé viable, qui a atteint l'âge adulte et qui s'est reproduit. Est-ce que ces relations sexuelles ont eu lieu dans le cadre d'histoires d'amour, dans le cadre de viol, par exemple? J'en ai pas la moindre idée. On ne peut pas le savoir avec l'ADN. Entre un homme et une femme, il y a le chromosome Y qui fait les différences. Et Evelyne Ayer, elle dit tout le temps que c'est un petit chromosome rikiki, c'est le plus nul de tous les chromosomes. Mais quelle est donc en pourcentage la différence génétique, je ne sais pas comment on peut dire ça, entre un homme et une femme? Si on compte l'éloignement, comment dire, s'il y a 2% entre un... Je n'ai plus les tailles de chromosomes en tête. À la louche, vous direz combien?
J'ai pas les tailles. Enfin, il est petit, donc il joue pas. Effectivement, Parce qu'au il est à niveau de peu près l'ADN, 10 fois plus. Attendez, il est à peu près 10 fois plus petit que le chromosome X, qui fait à peu près une taille lambda d'autosome. Donc ça serait un 5% du génome, je dirais, ouais, à vue de nez comme ça. 5% du génome, Ouais. donc c'est plus que la différence entre un chimpanzé et un être humain. Ouais, mais la différence entre un chimpanzé et un être humain, on la calcule sur les autosomes, on la calcule pas sur les chromosomes sexuels. Après, ce qu'il faut savoir, c'est sur l'expression. Donc déjà, le chromosome Y, Tourikiki, il est surtout rempli de junk DNA, d'ADN poubelle. Donc il y a assez peu de gènes à l'intérieur qui s'expriment. Et en revanche, les femmes ont certes 2 chromosomes X, mais il n'y en a qu'un seul qui s'exprime. Il y a un des chromosomes X qui est totalement comprimé, enfin rangé, on va dire, en corpuscule. Et donc, la quantité d'ADN qui s'exprime entre une cellule de femme et une cellule d'homme, il y a le même nombre de chromosomes X qui s'expriment, un à chaque fois. Et il y a juste cette toute petite différence de quelques gènes portés par le chromosome Y, mais j'ai pas les tailles en termes, mais je pense que c'est une dizaine ou une quinzaine de gènes. Je veux pas dire de bêtises, faudrait que je vérifie ça. J'avoue que j'ai pas vérifié avant de venir, mais c'est vraiment extrêmement minoritaire. Je propose peut-être une dernière question. Moi, j'ai aucun souci pour que ce soit disponible. Après, je sais pas s'il y a des... Alors, il y a des enregistrements donc, qui ont lieu et qui sont ensuite sélectionnés. Donc, il est très possible que la conférence soit sur le YouTube du Musée de l'Homme, mais c'est à suivre. En tout cas, si Moi, Céline a donné vous avez mon l'autorisation, accord. déjà, c'est un élément important. Mais effectivement, je pense que ce serait tout à fait intéressant qu'elle soit sur le YouTube. Merci à tous d'être venus, en tout cas. Merci beaucoup. Je sens que ça va jaser. Bonsoir, Chaka. Alors, les amis, j'espère que vous avez apprécié. Je suis très surpris, d'une part, qu'il y ait autant de monde jusqu'à présent, alors que visiblement le documentaire a été critiqué de chez critiqué. Alors, nous sommes en démocratie, les amis. Je vous ai demandé ce qu'on met. Vous m'avez dit que vous souhaitiez avoir, que vous préfériez ce documentaire. Je comptais vous mettre celui-ci, un autre, et on allait avoir un débat intéressant, surtout que il y avait énormément de décrets tirés des souches officielles, institutionnelles, concernant l'éducation, concernant les mécanismes qui avaient été mis en place, comment est-ce qu'ils ont fait les décrets après ce qu'ils appellent l'abolition de l'esclavage, qui n'a jamais en réalité été aboli. Je voulais sauter sur ça pour faire d'une coup de pierre et puis montrer un peu le mécanisme sociétal dans lequel nous avons été enfermés, quoi, à travers les textes factuels. Mais bon, on reviendra dessus sur un autre documentaire. Mais je vous ai demandé qu'est-ce que je mets. Vous m'avez dit qu'on part pour les origines. J'ai dit, OK, bon, ben, je vais mettre les origines. Il y a qu'un boss qui a dit tout à l'heure. Il y a qu'un boss qui a dit tout à l'heure qu'il préfère vivre dans la vérité que dans des mensonges permanents. Personnellement, je ne sais pas ce qu'il en est. Personnellement, je ne sais pas, excusez-moi. Personnellement, je ne sais pas ce qu'il en est. Tu peux mettre un peu ton volume, hein? Tu entends, tu arrives à entendre? OK. Personnellement, je ne sais pas ce qu'il en est. Je sais que l'ADN mitochondriaque est utilisé quand on fait des classabilités généalogiques dans nos familles. Dans nos familles, c'est toujours l'ADN de la femme qui est pris en compte pour classer la généalogie, jamais celui de l'homme. Alors, il y en a qui ont dit que cette femme, excusez-moi,
que cette femme, elle avait des théories de Darwin. À ce que je sache, je ne l'ai pas entendu parler de la théorie de l'évolution. Elle a dit que des recherches étaient faites sur l'ADN mitochondriaque au même moment où Darwin prétendait que l'homme était en évolution permanente. Et avait dit que si, ben elle n'a pas dit ça, mais Darwin avait fait des hypothèses. Et il a dit que si, au bout du compte, on trouve le chaînon manquant, dont il aura eu raison. Et à la fin, il a dit qu'il s'est trompé. Darwin a dit, il a laissé des écrits. Je disais tantôt que la traçabilité que nous avons toujours eue dans nos pratiques ancestrales, c'était d'utiliser la généalogie matriarcale. Ça a toujours été comme ça. Pour tracer une généalogie, ils ont toujours utilisé cette méthode. Donc, en ce qui me concerne, ce documentaire, je l'ai mis pour 2 raisons, peut-être même 3. La première est que lorsque on a des informations vraies ou fausses, je ne suis pas en train de dire que les documents, les éléments qui ont été mis sur pied, la dame elle-même dit, ce sont des hypothèses. Elle joue sur des hypothèses avec des recherches qu'ils ont faites. Elle n'a pas dit c'est comme ça et c'est pas autrement. Elle dit voilà ce qu'on a fait comme recherche, voilà ce que ça a donné. Est-ce que vous voyez la différence? Alors, je disais donc tantôt que Karen Boss disait quelque chose qui m'a fait marrer. Il disait que quand on disait que les Noirs descendent du singe, ça ne dérangeait personne. Sur la théorie de l'évolution, on a enseigné la théorie de l'évolution là jusqu'aux années 50. Jusqu'en 1952. La théorie de l'évolution disait que l'homme noir venait du singe. Et ça ne dérangeait personne. Je ne suis pas en train d'incriminer qui que ce soit. Hein. Ce que je suis en train de dire, c'est que si, dans les recherches faites par des chercheurs occidentaux, à qui je n'accorde pas toujours forcément du crédit, pas plus qu'à elle qu'à quelqu'un d'autre, ça choque. Donc, ça choque pourquoi? Pourquoi ça choque? Pourquoi ça choque? Pourquoi est-ce que l'homme noir devrait descendre du singe jusqu'aux années 50, ça ne dérange pas? Et quand on dit que, par des propres chercheurs occidentaux, que non, en fait, il y a eu des amourettes entre le singe et l'indo-européen, ça fait jaser. Pourquoi? Oh, bonsoir Farida, comment tu vas? Qu'est-ce que ça fait plaisir de te voir. Coucou ma grande. Ah là là, ça fait plaisir. Si tu veux monter, je te laisse le lien là. Je te mets un lien si tu veux bien. Si tu as le temps, si tu as une seconde, si tu veux bien. Ce sera avec plaisir. Bonsoir, Eric, bonsoir. Alors, je finis vite mon exposé. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, en fait, tout ce qui est éducation à la base, il faut bien comprendre ce qui se passe. Tout ce qui est éducation est à prendre avec pincette. On n'est pas dans des certitudes. Je ne peux pas, moi, parce que j'ai vu un documentaire, dire parce que ça va dans mon sens. C'est un exemple. Hein. Je ne suis pas en train de dire que ce qu'elle dit, je valide. Mais supposons que ça aille dans mon sens. Je ne vais pas dire, ouais, elle a raison. Donc, en fait, c'est moi qui décide de ce qui est vrai pour moi et de ce qui n'est pas vrai. Voyez-vous? J'ai vu des commentaires qui me parlaient des Anunnaki, qui disaient que la thèse de cette femme, c'est une folie. Bon, ben, elle a fait l'objet des injures pas possibles. Admettons, pourquoi pas. Je souhaite toujours que les échanges se fassent dans la contradiction, dans l'opposition,
mais dans le respect. Ce n'est pas la peine d'insulter cette femme qui fait son travail simplement. Et c'est possible que ce soit une franc-maçonne et qui est en train de faire un travail de franc-maçon. Ce n'est pas impossible, j'en sais rien. Mais me dit que les êtres humains viennent de 4 femmes et de l'arche de Noé. Ça a été dit. Donc, d'aucuns préfèrent entendre que l'être humain, les êtres viennent de 4 branches, disent-ils, donc de l'arche de Noé et de 4 femmes. Dans certains livres saints, on nous parle d'Adam et Ève. Voyez-vous, on nous dit, et au 6e jour, je crois, ou au 7e jour, je ne sais plus, Dieu créa l'homme. Et après, il arracha la côte de l'homme pour faire la femme. D'aucuns préfèrent croire ça. Ça, c'est leur problème. Ce que je suis en train de vouloir relever, c'est que quel que soit le niveau de document, le type de document que nous prenons, il y a toujours à redire. Et il y aura toujours à redire. Parce que tant que nous sommes humains, tant que nous sommes sur cette dimension, on n'aura jamais, jamais, à tout jamais accès à l'entièreté de la vérité. On aura toujours des bribes, des petits morceaux, des parcelles à gauche, à droite. Et on ne peut donc pas prétendre s'ériger en justicier et décider que telle chose est vraie et le reste est faux. Tu ne peux pas le dire. C'est notre bon sens, c'est notre logique qui nous amène à dire qu'il y a des choses qui ne tiennent pas la route. L'histoire d'arracher la côte, par exemple, soit c'est une mauvaise interprétation, soit c'est quelque chose qui n'est pas logique. Et donc, le fait que ce ne soit pas logique, on déduit que ce n'est pas vrai. Mais il y a des choses que nous considérons comme illogiques parce que c'est au-delà de notre entendement, mais qui peuvent avoir du sens. Voyez-vous? Donc, là, sur ce sujet, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas matière à débattre. Kitemona m'a fait trop rire. Elle a dit, je préfère encore écouter le professeur Gomez que de souffrir de cette éducation. Toute éducation, ce que je suis en train de dire, si je le prends comme agent comptant et je vous demande de le prendre comme agent comptant, ça devient de l'éducation. Tout ce qui est imposé est éducation. Là, je ne suis pas en train de vous imposer quelque chose. Je suis en train de partager un documentaire avec vous pour qu'on se fasse chacun une analyse et qu'on échange sur le sujet. La preuve, ça a commencé à... Je n'ai jamais vu un chat aussi puissant que ce chat aujourd'hui. Mais les gens étaient déchaînés. C'était le feu. Je me suis marré du début à la fin. J'ai dit, je ne dis rien, je ne réagis pas. Comme ça, les gens évoluent. Mais imaginez donc un seul instant que le documentaire ait du sens et soit proche de la vérité. Qu'est-ce qu'on en sait? Qu'est-ce qu'on en sait? On s'en fout. Oui, Chaka Vini, je te laisse la parole. Ouais, ben je sais pas, moi, c'est toujours pareil. Tu sais, avec ce qui n'est pas, je peux faire dire ce que je veux à ce qui n'est pas. Tu vois? Donc, je sais pas, je peux vraiment faire... Et surtout ce qui n'est pas même. Je peux faire dire au mot ce que je veux et surtout ce qui n'est pas.